Il y a une différence nuancée et très importante à reconnaître entre ce que nous appelons la volonté et la force intérieure. La volonté fait partie de l'actualisation dynamique du mental humain. Elle représente chez l'homme une capacité mentale de formuler créativement son énergie dans le but de se donner, sur le plan matériel, accès à des choses ou à des modes qui conviennent à ses besoins. Par contre, la force intérieure est une dimension, une qualité de l'être, faisant partie de l'universalité de sa conscience, faisant partie de la lumière de sa conscience, faisant partie de la totalité en potentiel de sa conscience. Cette force intérieure qui fait partie de la conscience de l'homme peut ne pas se manifester alors que la volonté chez lui peut le faire. Autrement dit, là où il y a de la volonté, il n'y a pas nécessairement de force intérieure. La différence entre les deux aspects est fondamentale et elle doit être reconnue. Sans cela, il est très facile pour l'homme de prendre la volonté pour la force intérieure ou de prendre la force intérieure pour la volonté. Et dans les deux cas, la nuance doit ressortir de l'ambiguïté. La force intérieure fait partie de la conscience parce que l'homme en lui-même représente sur le plan matériel un jet de la conscience. Mais cette force intérieure, pour des raisons de culture, pour des raisons d'influence extérieure, peut ne pas se manifester dans sa totalité, donc représenter chez l'homme une qualité de sa conscience qui n'est pas à la mesure du réel, en potentiel et en développement futur. Il y a des êtres qui, pour des raisons d'influence sociale, n'ont jamais pu réellement prendre conscience de leur force intérieure. Ils n'ont jamais pu l'actualiser, ils n'ont jamais pu la sentir, parce que pour sentir sa force intérieure, il faut déjà avoir une idée suffisamment claire de ce que représente pour nous, pour soi-même, notre vision de l'être. Un être humain doit avoir une certaine mesure de son être-té s'il veut avoir une certaine mesure de sa force intérieure. Par contre, un être peut très facilement être doté d'une certaine volonté et ne pas avoir de force intérieure ou ne pas avoir une aussi grande force intérieure, parce que la volonté est quelque chose qui s'appuie sur des acquis au cours de la vie. Il est plus facile pour une personne qui a acquis de l'éducation, qui a acquis un pouvoir financier, qui a acquis
un pouvoir politique, autrement dit, qui a acquis un certain support extérieur, de se manifester volontairement parce que déjà cette personne bénéficie de certains outils qui font partie de la mise en marche de sa mémoire. Alors que dans le cas de la force intérieure, nous faisons face à une toute autre situation. Une personne peut être totalement démunie des outils dont nous parlions auparavant. Une personne peut être totalement sans argent, totalement sans pouvoir politique, sans pouvoir social, sans éducation, et quand même posséder une grande force intérieure, dans ce sens que une pulsion en elle la rend presque invincible. Mais comme l'ego n'est pas supporté psychologiquement par des attributs extérieurs, il peut être très difficile pour ce dernier de s'imaginer posséder cette force intérieure. Donc, dans le cas de la force intérieure, elle existe chez l'homme et elle peut être réduite à une très petite perception parce que l'homme ne possède pas d'outils lui permettant de prendre mesure de cette force. Alors que dans le cas de la volonté, elle peut exister mécaniquement ou créativement chez l'homme, mais dans la mesure où il a des outils, il lui est facile de la manifester. La force intérieure donne à l'homme, malgré l'absence d'outils, un support de vie interne qui s'allie à une certaine certitude profonde de son être. Un homme qui a une force intérieure représente pour lui-même la totalité de sa capacité en potentiel non manifestée créativement à travers l'outillage que peut lui donner la société. Alors que l'homme qui possède une certaine volonté se voit doté d'une caractéristique qui est fondée sur l'accumulation graduelle au cours de sa vie de certains outils faisant partie de son alliance avec la conscience sociale. Il est évident qu'une personne qui est née dans une famille où on lui a donné de l'éducation, où on lui a donné un accès suffisamment facile à de la monnaie, où on lui a donné un accès suffisamment facile à un certain cercle social, que cette personne peut manifester plus facilement sa volonté. Mais ceci n'indique pas nécessairement qu'elle manifestera sa force intérieure. Pourquoi? Parce que la force intérieure chez l'être humain est une qualité de la conscience qui ne peut pas être manipulée par les objets ou les forces extérieures à sa conscience. Autrement dit, la force intérieure, faisant partie de la conscience, est en elle-même un attribut de son esprit et non pas une qualité égo-mentale de la personnalité. Et comme la force intérieure est un attribut de l'esprit, elle fait partie aussi de l'évolution de l'âme, de sorte que plus l'âme est évoluée, plus il est possible à l'être humain de bénéficier de la lumière de l'esprit, donc de bénéficier d'une force intérieure malgré les obstacles, malgré les forces à l'extérieur de lui-même qui peuvent avoir tendance à ralentir l'identité ou la reconnaissance de l'identité de son être. Par contre, un être humain peut manifester une certaine volonté parce que les instruments qui lui ont été donnés culturellement lui permettent de manifester une certaine agressivité culturelle.
dont la volonté peut être une qualité éminente. La force intérieure est une ressource de vie. Elle est un support de la vie. Malgré tous les obstacles possibles et imaginables au cours de la vie, une personne qui a une grande force intérieure, naturellement, au cours de la vie, en viendra à vaincre la vie ou à vaincre les obstacles de la vie. Alors que la volonté représente certains attributs de la personnalité que l'ego peut utiliser au cours de sa vie, attributs qui lui permettront, si vous voulez, de lutter jusqu'à un certain point, dans ce sens, d'entretenir la lutte afin de pouvoir manifester au cours de son expérience une certaine qualité volontaire. Mais par contre, dans certains cas, dans certaines expériences, si l'homme ou l'être n'est pas supporté ou empreint de cette force intérieure, la volonté peut craquer quelque part au cours de l'expérience à cause d'obstacles un peu plus élevés, un peu plus difficiles que la volonté par elle-même ne peut pas dépasser ou ne peut pas vaincre. Si l'être est outillé simplement de volonté, il peut connaître le crash. Alors que si l'être est outillé ou formulé d'une force intérieure, qui en elle-même est intarissable parce qu'elle fait partie de la relation entre l'ego et l'esprit, cet être en arrivera finalement à dompter, à aller au-delà des obstacles. La différence entre la force intérieure et la volonté est très subtile. Et beaucoup d'hommes se méprennent de l'un pour l'autre. Et il est très important pour l'homme de reconnaître en lui-même s'il a de la force intérieure ou s'il a de la volonté. Et plus loin, il est aussi raisonnable pour l'homme de prendre conscience qu'il peut avoir de la force intérieure et aussi de la volonté. Le cas le plus élevant de la conscience humaine serait le point où l'homme aurait une force intérieure et de la volonté. Le cas moins élevant serait celui où l'homme aurait de la volonté, mais serait sans force intérieure. Vous demanderez comment se peut-il que nous puissions avoir de la force intérieure et ne pas avoir de volonté. Ceci semble impossible, ceci semble non naturel. Et pourtant, il existe des hommes qui ont de la volonté, dans ce sens que, les mettant dans une situation de vie où la volonté devient une facette exigeante de la vie, ces êtres outillés peuvent manifester cette volonté. Pourquoi? Parce que la volonté est reliée au besoin de se satisfaire, alors que la force intérieure est reliée à la nécessité de survivre, de dépasser. Un être humain qui a de la force intérieure est conscient de la survie à tous les niveaux de sa conscience. Donc, il est conscient du besoin de maintenir cette force intérieure active. Et il réalise aussi, dans un même temps, que cette force intérieure faisant partie de lui le garde constamment et de façon permanente, actif, c'est-à-dire de plus en plus loin de la dépression rendue possible par des événements dans la vie que souvent nous n'avons pas imaginés, ou
auquel la vie ne nous a pas préparés en l'annonçant. De l'autre côté, si nous regardons la volonté, nous voyons que la volonté peut être facilement reliée à la personnalité, alors que la force intérieure est reliée à la personne. Mais les hommes n'en arrivent pas à la manifestation parfaite, unitaire de leur personne, tant qu'ils n'ont pas transformé suffisamment leur personnalité. Donc les hommes n'en arrivent pas réellement à sentir, à percevoir et à mettre le doigt sur la différence entre la volonté et la force intérieure, tant qu'ils n'ont pas réussi à voir la différence entre la personnalité et la personne. Il est évident qu'au fur et à mesure où l'homme se conscientisera, la force intérieure et la volonté deviendront un, dans ce sens que l'esprit et l'ego deviendront un. Lorsque la force intérieure et la volonté seront unifiées chez l'homme, il n'y aura plus d'espace dans sa vie pour la faillite, c'est-à-dire pour une certaine forme d'impuissance. Lorsque la force intérieure et la volonté seront unifiées, l'homme sera dans sa puissance. Tant que les deux ne sont pas unifiés, l'homme n'est pas dans sa puissance. Donc, il ne peut pas sentir le mouvement irréversible de son énergie vers un certain apogée. Pourquoi? Parce que tant que l'homme n'a pas la force intérieure ou qu'il n'est pas conscient de la force intérieure, il peut se manifester en lui des traits de personnalité qui, alliés à certains éléments de la vie, à certains obstacles, peuvent créer dans sa conscience des doutes. Et tant que l'homme peut vivre le doute face à sa capacité de contrôler parfaitement sa vie, c'est parce que la force intérieure et la volonté ne sont pas unifiées. Ceci pour dire qu'un homme qui a de la volonté n'est pas à l'abri du doute, alors qu'un homme qui a la force intérieure et la volonté est à l'abri du doute, et que l'homme qui a simplement de la force intérieure et qui n'a pas encore manifesté sa volonté est en attente de sa potentialité. Donc l'homme qui est en attente doit vivre l'attente jusqu'au jour où il aura suffisamment d'outils extérieurs pour lui donner la volonté nécessaire à l'actualisation de sa conscience. Mais au moins, il aura la force intérieure pour supporter le temps. La volonté, ce n'est pas la caractéristique de la personnalité qui peut donner à l'homme la capacité de supporter le temps. C'est la force intérieure qui lui donne cette capacité. Donc, un homme qui est arrivé à son temps, déjà vit ou peut vivre la relation entre la force intérieure et la volonté, donc il entre dans sa grande période créative, dans sa grande période de vie où finalement il est prêt à se manifester tel qu'il est. La volonté au cours de la vie peut se fracturer, peut se perdre, peut craquer. La force intérieure, elle demeure. Elle est intouchable parce qu'elle fait partie de l'esprit. Plus l'homme se conscientisera, plus il mettra le doigt sur sa force intérieure, plus il la sentira, plus elle deviendra grande en lui, plus elle deviendra manifeste. Et cette force intérieure lui permettra avec le temps de supporter les échecs afin que la vie, les événements,
et tout ce qui compose son avenir puisse se placer parfaitement en relation avec lui, dans le but de lui permettre finalement d'exercer sa volonté après avoir vécu pendant un certain nombre d'années de cette force intérieure, de cette capacité profonde chez l'être, de ne jamais douter qu'il y a en lui un homme plus grand que celui qu'il connaît, qu'il y a en lui un être plus puissant que celui qu'il a reconnu. Lorsque l'homme se conscientise, il prend conscience non seulement de la volonté, mais de la force intérieure. Non seulement prend-il conscience que des événements changent et lui apportent les outils nécessaires à la vie, mais il prend conscience aussi qu'un support interne et profond le supporte, l'amène graduellement à dépasser les obstacles pour un jour finalement corriger ce qui fut par le passé une vie sans direction, une vie sans puissance. Là où la volonté est essentielle dans la vie, c'est dans le domaine de l'outillage de la personnalité. Là où la volonté devient créative dans la vie, c'est lorsque cette volonté devient parfaitement intelligente, lorsque l'homme a de plus en plus éliminé de sa conscience les obstacles émotifs. Mais ce qui l'aura amené à pouvoir bénéficier d'une volonté créative, c'est le fait qu'il aura vécu dans l'ombrage de sa conscience, mais tout de même dans le fond de cette même conscience, cette force intérieure qui fait partie de son esprit et qui aussi est le résultat d'une âme évoluée. Lorsque l'homme possède une âme évoluée, il répond de plus en plus à son esprit. Il est de moins en moins astralisable, donc sa force intérieure devient de plus en plus manifeste. Il y a moins de chances pour lui de succomber à l'astralisation de ses principes, de sa conscience mentale. À partir de ce moment-là, il lui est plus facile de supporter une vie qui encore ne bénéficie pas des outils nécessaires à la manifestation d'une volonté créative. L'homme croit que la créativité fait partie du mouvement naturel de la vie, que la créativité lui est due. Il doit un jour réaliser que la créativité est le produit de la relation étroite entre la force intérieure et la volonté. Pourquoi? Parce que la créativité, dans le sens réel du terme, veut dire une forme d'intelligence qui a été épurée, c'est-à-dire une forme de conscience où l'état émotif a été de plus en plus brûlé, transformé par le soutien de la force intérieure, alors que dans un même mouvement, graduellement, les outils extérieurs, à travers les événements, permettaient le développement de plus en plus grand d'une volonté qui devait un jour en arriver à devenir créative, c'est-à-dire parfaitement harmonisée à cette force intérieure de l'homme. La force intérieure est nécessaire chez l'être humain parce qu'elle fait partie de la conscience de sa permanence sur le plan matériel. Elle fait partie de la conscience de sa capacité inviolable sur le plan matériel. Elle donne à l'homme
une foi profonde, une foi intérieure solide, c'est-à-dire une capacité mentale de dépasser l'émotion que créent les événements souvent difficiles de la vie quotidienne. La volonté, par contre, si l'homme la possède dans son inconscience, peut l'amener à vivre des expériences qui lui permettront un jour de connaître l'illusion de l'ambition. De notre côté, la volonté créative est libre de cette illusion parce qu'elle représente l'affirmation de l'ego à travers la puissance profonde et interne de la conscience. L'homme nouveau aura une volonté créative qui ne pourra pas le mener à un burn-out psychologique, alors que l'homme inconscient, doté d'une certaine volonté, peut connaître le burn-out psychologique et aussi connaître la dépression psychologique lorsque les obstacles affluent et créent en lui un mur qu'il ne peut plus supporter parce qu'il ne possède pas la force intérieure. Ce qui empêche l'homme de connaître sa force intérieure, c'est l'absence d'esprit dans le mental. Donc, c'est la saturation psychologique du moi par des formes venues de la culture. D'un autre côté, si l'homme possède une force intérieure en potentiel, si cette force intérieure existe parce qu'il est évolué, il verra que malgré les obstacles de la vie, il existe en lui une fortitude, une foi profonde, c'est-à-dire une capacité irremplaçable de pouvoir, à la longue, supporter les événements qui, un jour, devront s'enligner en sa faveur afin qu'il puisse exercer une volonté plus créative. Là où l'homme peut faire l'erreur lorsqu'il se regarde dans la vie, même suite à un certain acheminement, c'est de croire qu'il a la volonté de faire quelque chose et de confondre cette volonté de faire quelque chose avec la force intérieure qu'il ne possède pas en réalité. Comment un homme qui ne possède pas de force intérieure peut-il fonder sa vie sur une permanence et dans un même temps croire que c'est par la volonté qu'il en arrivera à faire ceci? Le dilemme est évident. L'ambiguïté est profonde. Et c'est ce qui fait que certains êtres se disent: comment est-il possible, comment se fait-il que je veuille tant et que je puisse si peu? Nous voulons beaucoup, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la force intérieure pour supporter le mouvement de l'esprit à travers les événements qui nous amènent avec le temps à une fusion de la volonté et de la force intérieure, donc à la puissance. Nous voulons plus bénéficier de la volonté créative que de réaliser le mouvement de la force intérieure et la permanence de la conscience de cette force. La volonté créative est beaucoup plus près de la personnalité de l'ego que la force. La volonté créative est beaucoup plus
une caractéristique que l'homme désire avoir que la force. La force pour lui implique une certaine souffrance dans le temps, alors que la volonté, ou la volonté créative même, implique un dénouement dans le contrat, dans la programmation qui fait de la vie de l'homme une existence plutôt qu'une vie réelle. Et pourtant, l'homme doit d'abord prendre conscience de la force intérieure s'il veut un jour bénéficier de la volonté créative. Parce que la force intérieure est justement cet aspect de lui-même qui l'amènera avec le temps à se rendre compte de la permanence de la vie, de la continuité de la vie et du mouvement certain de la vie à travers son psychisme. Si l'homme est doté simplement de volonté subjective ou de volonté créative, il ne pourra pas réaliser la nécessité de supporter la vie dans son mouvement subtil qui mène toujours et inexorablement à un dénouement favorisant l'homme, favorisant sa vie, favorisant la conscience de la vie. Dans la volonté, il y a un peu de désir, il y a un peu d'égoïcité, il y a un peu même d'égocentricité. Dans la force intérieure, il n'y a que de l'essence. Et lorsque cette essence a permis à l'homme de se dégoïfier, lorsqu'elle permet à l'homme de prendre conscience de ses failles, de ses faiblesses, la volonté ensuite devient de plus en plus épurée, elle est moins le produit d'un désir, elle devient de plus en plus le résultat d'un besoin profond. Et c'est là que la puissance éclate dans l'homme, que la force intérieure, qui est la manifestation de l'esprit, devient sœur jumelle à la volonté créative, qui est le panache de l'ego conscientisé. Il y a des êtres qui ont de la force intérieure, mais qui n'ont pas de volonté. Ceci semble être une contradiction, mais dans le fond, ce n'en est pas une. La force intérieure doit être amenée à évoluer, à s'exprimer, à s'extérioriser. Elle ne peut pas demeurer constamment intériorisée. Elle sert de fond à la conscience de l'homme, mais elle doit aussi devenir une expression de sa conscience. En devenant expression de sa conscience, elle se transmute en volonté. Elle devient une avec la volonté, et l'homme prend conscience, éventuellement, d'une volonté créative, c'est-à-dire d'une capacité mentale d'exercer dans sa vie, ou de faire pulser dans sa vie, cette force intérieure qui s'est finalement personnalisée, c'est-à-dire qui s'est liée aux formes du monde dans lequel l'homme vit. Si la force intérieure demeure interne, non manifeste, l'homme a de la difficulté à bénéficier de son expérience planétaire. Il vit en retrait de lui-même. Il n'a pas de mesure de lui-même. Il ne prend pas mesure de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut rendre de son intelligence. Et ceci est relié au fait que la force intérieure n'est pas actualisée. Une force intérieure passive est équivalente à des argents que nous garderions renfermés dans un coffre, mais qui ne seraient jamais utilisés dans le monde pour se donner ce dont nous avons de besoin. C'est une fausse économie d'énergie. La force intérieure doit être manifestée dans le monde
afin que l'homme puisse finalement gravir les marches de sa volonté, actualiser son intelligence et renverser les forces dans la vie qui constituent un obstacle à l'émancipation totale de sa personne. Une personne qui vivrait trop d'une force intérieure qui n'est pas manifestée serait équivalente à une personne qui subit la vie. Et la vie peut être subie très longtemps, mais pour un homme conscient, la vie, ou plutôt la soumission à la vie, peut devenir extrêmement lourd. Et quelque part au cours de l'expérience, l'homme en sera amené à faire éclater en lui ce qui empêche sa force intérieure de devenir un torrent, c'est-à-dire une source d'énergie puissante pouvant être utilisée par ses turbines, c'est-à-dire son mental, son corps astral, son corps matériel, à travers un outillage qui est le produit de l'actualisation de tous ces aspects qu'on appelle la volonté. Comprendre la différence entre la force intérieure et la volonté, c'est essentiel. Ce n'est pas suffisant d'être intérieurement solide, intérieurement fort. Ce n'est pas suffisant d'être capable de subir la vie. Il faut éventuellement être capable de la mouler, de lui donner la forme que nous voulons. Donc, l'homme a besoin de rendre cette force intérieure disponible à ses besoins. Et c'est dans cette expérience qu'il en arrivera à développer la volonté, et que la volonté deviendra pour lui la fer de lance de sa propre destinée. Mais l'homme ne peut pas être aidé par l'homme. Il peut être conseillé, il peut être éduqué, il peut être instruit, mais il ne peut pas être aidé, parce que l'homme en lui-même représente la totalité de son propre potentiel, et c'est à partir de lui-même qu'il doit investir dans la vie, c'est à partir de lui-même qu'il doit réaliser le besoin d'investir dans la vie, c'est-à-dire de se manifester, de se rendre totalement disponible à lui-même, en utilisant cette force intérieure d'une façon active, manifeste, qui elle-même l'amènera à développer cet outil extrêmement avantageux qu'on appelle la volonté créative, dans la mesure où la force intérieure pourra être extériorisée, sortie de lui-même, et donner la qualité ou l'allure d'un feu qui transmute, d'un feu qui ne peut pas être éteint. Alors la volonté deviendra un aspect naturel de la conscience mentale de l'homme. Elle deviendra un phénomène qui fera de lui un phénomène, c'est-à-dire un être à part, un être capable de transmuter la forme, de lui donner une dynamique, afin de pouvoir dans le monde de l'homme, dans le monde de la matière, prendre sa place, et finalement sentir qu'il est à la pleine mesure de lui-même et qu'il a atteint dans la vie matérielle le niveau d'évolution de conscience nécessaire à l'actualisation de ses forces intérieures. Si étant que la force intérieure demeurera passive, seulement le produit d'une qualité d'âme très évoluée, l'homme ne pourra pas bénéficier de la vie. Parce que cette force doit être exprimée, sortie de lui, pour qu'elle puisse être ensuite donner le visage d'une qualité mentale qu'on appelle la volonté. Dans ce processus-là, la volonté deviendra de plus en plus créative dans la mesure où la force intérieure deviendra de plus en plus grande.
Il y a définitivement un seuil dans l'extériorisation de la force intérieure qui permet à la volonté mécanique de passer du stage de la mécanicité au stage de la conscience créative. Mais ce seuil fait partie de l'expression, de la manifestation très puissante de la force intérieure, à un tel point où l'homme peut sentir en lui-même l'absence totale d'obstacles pouvant garder cette force à l'intérieur de ses propres murs et l'empêcher de le servir. À quoi sert la force intérieure si elle ne sert pas l'homme? À quoi sert cette force si l'homme n'est pas capable de l'utiliser d'une façon qui convient à ses besoins créatifs sur le plan matériel? À quoi sert à l'homme d'être spirituellement évolué s'il n'est pas capable dans la matière de lui donner le visage qui répond parfaitement à son intelligence créative? La volonté est une chose, mais pour qu'elle devienne réellement une volonté de puissance, il faut que la force intérieure soit à la surface de sa conscience et non pas dans le fond de sa conscience. Pour l'extériorisation de cette force, l'homme doit développer un très haut niveau de conscience mentale centrique. L'homme doit développer un très haut niveau de centricité sur le plan de l'émotion. L'homme doit développer un très haut niveau de centricité dans le cadre total de la vie intérieure qui l'englobe. À partir du moment où il aura cette centricité, la force intérieure sera manifeste, la volonté passera du stage de la volonté mécanique à la volonté créative. Parce que dans le domaine de la volonté créative, le passé n'existe plus. Dans ce domaine, la conscience en fusion devient l'expression instantanée d'un pouvoir créatif de l'homme, exprimant dans le monde une condition nouvelle de l'évolution. Mais le feu nécessaire à l'actualisation de la volonté créative dans le monde ne peut être amené à une concrétisation tant que la force intérieure demeure passive, tant qu'elle fait partie de la capacité de l'homme de supporter la vie, de subir la vie et de s'éteindre avec elle. Autrement dit, être grand pour soi-même, être grand en soi-même, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. L'homme doit être grand dans le monde. L'homme doit être grand dans le monde parce que le monde a besoin de la grandeur de l'homme. Donc, la force intérieure doit s'extérioriser. Elle doit reprendre ce que le monde lui a enlevé, c'est-à-dire sa liberté de devenir la sœur de la volonté, afin que les deux ensemble puissent former une nouvelle alliance avec l'esprit, c'est-à-dire permettre que l'homme, finalement, possède de façon totale cette qualité extraordinaire de l'homme de demain, la conscience créative, la volonté créative, qui en eux-mêmes constitue la destinée de la conscience humaine. Lorsque la force intérieure sera actualisée, exprimée chez l'homme, sortie de son être, et que la volonté sera rendue créative, l'homme sentira qu'il est plus grand que sa personnalité. C'est-à-dire qu'il pourra finalement sentir qu'il est l'expression de quelque chose plus grand que lui. Et cette expression sera la totale manifestation de sa personne. La personne de l'homme est toujours plus grande que la personnalité. Là où la personnalité limite, établit un cadre à l'intérieur duquel l'ego se mesure, fictivement, dans la personne, le cadre n'existe plus.
La personne est comme une ambiance intérieure. La personne est comme une manifestation créative. La personne est comme une dimension de l'homme que la personnalité ne peut pas limiter, que l'ego ne peut pas non plus altérer, mais qui donne à l'ego cette lumière, cette lucidité, cette capacité d'engendrer comme une loupe, comme une lentille, peut donner à la lumière une expression plus vaste de sa manifestation, de son expansion dans l'espace. Donc, pour que l'homme en arrive un jour à sentir qu'il est plus grand que lui-même, qu'il est au-delà de sa personnalité, qu'il existe en lui des aspects qui en eux-mêmes sont infinis créativement, il lui faut sentir sa force intérieure. Si elle demeure à l'intérieur de lui, il ne peut pas la sentir. Mais si il la projette, s'il l'amène dans le monde, s'il la fait sortir du fond de lui-même, cette force donne à sa volonté une puissance qui ultimement devient créative parce que elle est obligée, cette force, de détruire les obstacles psychologiques de la personnalité pour permettre en fait que l'homme, en tant que personne, en tant qu'identité, puisse avoir une pleine mesure de lui-même, c'est-à-dire une très grande mesure de lui-même, c'est-à-dire une plus grande mesure que sa personnalité ne put jamais lui donner ou lui faire sentir.